Bonjour à tous, aux premiers arrivants. Comme d'habitude, on va attendre un petit peu que le nombre de participants se stabilise et ensuite on démarrera. Moi, je vais en profiter pour nous présenter, pour ceux qui assistent à ce webinaire pour la première fois. Donc, Étienne et moi sommes dans l'équipe Labs chez Open Datasoft. Nos missions sont principalement portées sur l'expertise sur le domaine pour assister les CSM avec qui vous êtes en contact sur tous les projets un petit peu ou très avancés. Nous contribuons aux ressources techniques également, donc la code library dont on va parler aujourd'hui, donc les ressources que vous pourrez y trouver, les pages, les thèmes, etc. Donc, sont aussi dans nos missions. Et troisième dimension de l'équipe, sont le développement d'applications spécifiques ou en extérieur de la plateforme, c'est-à-dire vraiment où on va tirer parti des API d'Open Datasoft pour aller développer des pages ou des applications spécifiques. Donc la dernière en date et la plus connue, je pense, est Frais et Local. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais voilà, ça fait partie de nos réalisations. Je vous laisse aller jeter un œil. Vous pouvez taper frais et local sur Google ou votre moteur de recherche préféré. Il est 32, je pense qu'on va commencer doucement. Alors, au programme aujourd'hui, pas mal de choses, hein, il y a pas mal de nouveautés côté code librairie. Donc, on va commencer par faire un petit, à jeter un œil sur les templates de pages qui ont été mises à jour récemment. Donc, les trois principaux templates sont le dashboard, les data stories et l'observatoire. Donc on va les parcourir et je vais vous expliquer un petit peu ce qui a changé, ce qu'on peut y trouver de nouveau. Ensuite, je passerai la main à Étienne qui vous parlera de trois ressources récentes que sont qui est une vue personnalisée sur l'extracteur Domain Dataset. Donc cet extracteur qui vous permet de récupérer l'intégralité de votre catalogue, donc il vous en parlera plus. Une page d'analyse du trafic, donc des logs de monitoring de votre portail, donc une page que vous pourrez récupérer facilement sur votre domaine, et ensuite une version personnalisée et customisée de cette page, donc avec des modules que vous allez pouvoir colorer et personnaliser comme ça aux besoins. Donc Étienne vous fera une démonstration, et pour finir, une ressource côté thème sur un menu à double niveau qui vous permet donc de customiser votre menu de navigation de votre portail. Donc assez sympa. Voilà, voilà, le chiffre voilà, on est stabilisé. Donc c'est parti. Alors, côté code library, j'en profite avant de commencer d'ailleurs, vous avez un flux de nouveautés ici si vous cliquez sur le petit logo RSS. Donc pour ceux qui ont des lecteurs de news, de feed Atom, RSS, etc., vous pouvez vous abonner à ce flux et comme ça vous pourrez aussi recevoir un email ou une notification automatiquement à chaque fois que des ressources sont ajoutées. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, on commence par les templates de page. Donc, je disais, on les a un petit peu refait entre guillemets, donc tout ce qui est observatoire, data story, etc. Donc, on peut commencer par le dashboard. Alors, deux principales évolutions. On a dans l'équipe une nouvelle UX designer qui nous a rejoint,
au niveau de l'équipe produit et qui nous donne des bons conseils, des bonnes astuces. Donc Cécile, pour la nommer, qui nous a pas mal aidé sur ces templates. Donc ça a permis en fait de remettre un petit peu au goût du jour le style vers quelque chose de plus efficace, de plus propre en fait, tout simplement. Donc bon, faut toujours mieux mettre vos données en avant. Donc ça, c'est une première chose. On a retravaillé sur le style. Et une deuxième chose, c'est sur le code lui-même, sur le layout, la structure HTML elle-même. Et vous verrez, pour ceux qui ont déjà réutilisé ces dashboards ou observatoires, que la structure a été grandement simplifiée. Donc, quand demain vous allez réutiliser ce type de page, quand vous allez modifier le contenu, les titres, les valeurs, les liens, etc., ça va être beaucoup plus simple et vous aurez normalement beaucoup moins besoin d'aller toucher au code. Donc, cet observatoire qui a été revu, et donc typiquement les filtres qu'on peut trouver sous forme de tiroir sur le côté, sont maintenant accessibles via un menu qui est sticky, donc qui vous accompagne tout au long de la navigation. Et donc, ça permet tout simplement de consulter les données, de toujours avoir un accès au filtre. Et si vous faites une sélection, par exemple, je veux filtrer mes données sur le département, donc sur la ville de Paris, vous avez vos données qui se filtrent, mais vous avez toujours ce menu d'accès et ce rappel des filtres qui vous suit et donc qui vous permet vraiment de naviguer plus facilement dans vos données. Côté, et pour finir, le troisième qui est côté Data Story, c'était alors ça ressemble beaucoup, encore une fois, hein, mais des petits ajustements sur la taille des ombres portées qui étaient peut-être un peu trop importantes. Donc un style voilà, très, très propre, très, très clean, où, pas de fioriture, hein, quelque chose de très efficace avec des petits dégradés légers sur chaque section qui permet de découper vraiment votre data story en voilà, premier sujet, deuxième sujet, troisième sujet, etc. Et quelque chose qui n'est peut-être pas visible comme ça à première vue, mais la partie mobile responsive qui a été aussi peaufinée pour que vous n'ayez plus de problèmes de marge entre les différents éléments qui vont se cascader, se mettre les uns en dessous des autres. Donc voilà, et donc comme toujours, quand vous allez commencer à utiliser ces ressources, n'hésitez pas à nous faire vos remarques ou même vous poser vos questions ou nous demander votre aide côté support. Voilà, je te passe la main, Étienne, pour la suite. Comment je te Merci préfère. beaucoup. Du coup, alors, attendez, voilà, tu me la passes comme ça. C'est simple. Donc, on va parler de ressources qui sont plutôt pour observer votre propre domaine, donc comme Fred l'a vu, plutôt que pour présenter des jeux de données. Donc, la première, c'est la vue domaine dataset. Je ne sais pas si vous connaissez cet extracteur, mais en fait, c'est un jeu de données sur vos propres jeux de données. Et ça va pouvoir vous donner ici un aperçu de où vous en êtes de la publication de vos jeux de données, lesquels sont modifiés, quels sont les thèmes, les jeux de données qui sont populaires, etc. Avec aussi quelques liens utiles qu'on verra sur la mise en place live, puisque c'est une custom view. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine dataset, il a une façon un petit peu particulière de se mettre en place. Donc il y a un lien vers la documentation. Ici, en fait, on nous dit qu'il faut mettre en URL du dataset plutôt que de mettre HTTPS quelque chose, deux points slash slash, on va mettre domaine dataset deux points slash slash. Donc je vais aller sur un domaine à nous pour vous montrer comment ça marche. Donc le user club, c'est le domaine qui nous sert à héberger tous les exemples que vous voyez sur la code library. Et si ici je fais nouveau jeu de données et que j'ajoute une source qui s'appelle domaine dataset ici, on va avoir ici tous les enfin des champs assez utiles sur les licences, les types de vos jeux de données, les thèmes, etc. Voilà, vous pouvez en rajouter d'autres ici. On voit aussi dans la ressource ici que
il faut mettre quelques champs en facette. Et il y a un petit processeur replace text qui nous sert en fait à voir. Alors je vais aller vous montrer. Donc, je vais pas le republier une deuxième fois puisqu'on l'a déjà sur notre jeu ici, mais je vais vous montrer la version finale. Euh, pardon. Voilà. Donc ici, on va pouvoir aller voir ces processeurs. Donc vous voyez ici qu'en source, c'est domaine dataset. Puis on a un petit processeur ici sur Publishing Properties qui remplace, en fait, si on a un champ vide, on va remplacer par manuel, en fait, puisque si vous n'êtes pas en scheduled ou en automatique, c'est que vous êtes en manuel. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais dans mon onglet de visualisation ici et dans Custom View. Dans le HTML, je copie le HTML que j'ai ici. Voilà, donc je copie-colle ce HTML-là, idem pour le CSS. Et ensuite, je peux aller explorer mon jeu de données ici. Et je vais avoir une vue qui s'appelle Analytics et sur laquelle je vais retrouver tous mes jeux de données ici. Donc, bien sûr, après, c'est de filtrable. Typiquement, là, si on veut voir uniquement ce qui a trait à The ODS Academy, c'est ici. Donc, une page qui a plutôt vertu à être privée, puisque il y a quelques infos sur les jeux de données privés. Donc, notamment, il n'y a pas d'infos trop critiques là sur la façon dont on l'a mise, mais vous n'avez peut-être pas forcément envie de partager en public. Enfin, de toute façon, c'est pas forcément des informations qui sont extrêmement utiles en public, mais surtout, enfin, vous pouvez avoir ici des informations sur les jeux de données privés, même si ça partage que le nom, c'est peut-être pas quelque chose que vous voulez faire à tout prix. Voilà. Et la seconde ressource qui vous sert à observer votre domaine, celle-là, c'est un template de page et elle se base sur le jeu de données monitoring. Donc, on a une documentation sur le dataset de monitoring que je vous laisse aller voir, une documentation qui est un peu cachée puisque ce n'est pas une fonctionnalité qu'on expose comme corps vu qu'elle est un peu avancée et qui vous permet en fait de voir combien vous avez eu d'API call, combien vous avez eu d'export, qui a fait ces API calls, comment, où dans le monde, etc., etc. Donc là, la démonstration est faite sur un jeu, sur une copie anonymisée d'un jeu de données de monitoring. C'est une page qui doit absolument être privée puisqu'elle contient tous les logs de vos utilisateurs. Donc ça peut poser des soucis de données privées si vous partagez ça. Donc, comment on met en place ce jeu de données de monitoring? C'est un jeu de données qui existe toujours par défaut sur votre domaine. Il s'appelle ADS API Monitoring et il faut mettre en source monitoring ici et vous pourrez le mettre en place. Et donc ensuite, vous pouvez ici aller filtrer si vous changez les dates par exemple. Alors je dois être sur un range ça n'a pas commencé, mais si on se met un peu plus proche, voilà. On peut filtrer par date, on peut regarder un de dataset en de particulier. Puis si on voulait mettre d'autres filtres ici, on le pourrait. Typiquement, si on voulait filtrer par utilisateur plutôt que par dataset, on peut aller modifier ici. Donc dans le menu, donc vous voyez qu'il y a un nav qui a une tasse menu, donc c'est la navigation. Ici, si on voulait mettre plutôt le user ID pour avoir ça, et après dans notre ODS select, on dirait qu'on cherche les users et que ça va nous refine sur le user ID.
ici. Et ensuite, les options, elles, donc là, restent appli items ici. Et donc, à ce moment-là, si on veut voir Lisa Simpson, alors elle n'a pas fait grand-chose. Voilà, donc c'est un portail privé de l'équipe CSM, donc on a dû anonymiser. Je vous laisse deviner quel CSM correspond à quel personnage des Simpsons, évidemment. Voilà, on pourrait rajouter aussi les deux filtres ici. Donc à ce moment-là, je prends tout mon div qui a une classe filter, d'accord? Je le duplique ici et j'aurai un second filtre. Voilà, qui pourrait être un pour les datasets et un pour les users si je remettais la configuration. Donc on pourrait filtrer et par dataset et par user. Voilà, donc comme sur la ressource que vous a montré Fred, le bandeau de filtre est ce qu'on appelle sticky, donc il reste en haut pour que vous puissiez changer les filtres quand l'écran défile et que vous gardiez un rappel visuel sur cet écran. Et ce composant-là, en fait, a eu suffisamment de succès et les cards que vous voyez ici aussi ont eu suffisamment de succès pour qu'on décide de les extraire en tant que composants un peu plus personnalisables. Et ça, c'est la ressource qu'on va voir tout de suite, donc, qui sont dans composants et qui s'appellent les Material Theme Cards. En fait, ce sont des cards qui, vous voyez, ressemblent pas mal à celles que vous avez vues, mais qui ont un thème graphique nettement plus poussé. Et on va voir comment on fait pour reconstruire ce dashboard-là à partir de ces cards-là. Donc, c'est contrairement au dashboard que vous avez vu avant, qui se base sur les widgets assez bruts, ici, il y a beaucoup de CSS custom qui va modifier très fortement. Donc, vous pouvez aller voir ici, là, il y a quand même beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup de CSS qui va attaquer des ODS widgets complexes, d'accord? Ça veut dire que ça va être plus dur à modifier et à personnaliser. On va voir comment on personnalise les couleurs. Pour tout le reste, si vous voulez rajouter des options, typiquement ici, on affiche que la première et la dernière valeur ou le min et le max pour avoir un max. Si vous voulez remettre toutes les valeurs, c'est quand même assez complexe d'aller modifier le CSS. Donc c'est une ressource où soit les cas d'usage correspondent, enfin soit le cas qui est présenté correspond parfaitement à votre cas d'usage et vous le copiez-collez, soit ça ne correspond pas et à ce moment-là, on le change. J'ai l'impression que j'ai une question, quelque chose comme ça, il faut que j'arrive à rouvrir ma barre de GoToMeeting. Bon, peut-être que je les retrouverai ensuite. Donc, comment on va modifier ces cartes-là? En fait, dans le CSS, vous avez un jeu ici de 7 variables qui vont vous permettre de définir toutes les couleurs qui vous permettront de customiser le jeu ensuite. Donc, si ici, je change ce qu'on appelle le hue dans la définition de la couleur, ben, je vais me retrouver avec une couleur différente. Donc hue, saturation et lightness, c'est une autre façon de définir les couleurs que RGBA, c'est celle qu'on appelle HSL. Et en fait, elle est très pratique ici parce qu'elle nous permet de générer un gradient de couleur qu'on utilisera après. Donc si jamais vous avez une couleur, donc vous voyez qu'une couleur ici peut être définie par son code X, mais aussi par son code HSL. Souvent, quand on change le H, on est déjà pas mal sur la bonne couleur. Vous voyez ici que si on met 6, on passe sur le rouge. Donc, si vous avez une couleur en hexadécimal et que vous voulez la passer en HSL, vous avez pas mal d'outils. Donc, moi, j'utilise Color Designer IO, mais sinon, vous tapez X2HSL dans votre moteur de recherche préféré et n'importe quelle couleur en hexadécimal sera ici en HSL. Voilà. Donc, une fois que j'ai ces blocs-là et que j'ai changé leur couleur, ben, je peux en prendre d'autres
et tout simplement les coller ligne par ligne. En fait, on peut ajouter des lignes de composants comme ça. Donc, ils sont tous définis par une section ici. Donc, il suffit de prendre toute la section et on obtient une ligne avec tous les composants qu'on veut dedans. Donc, voilà. Donc, si je les rajoute dans mon HTML, je vais chercher la fin de l'autre section ici, je les colle et je vais avoir mes composants en dessous qui apparaissent. Voilà, donc on peut voir ici, ils ont pris la même couleur de thème. Donc on voit dans cet exemple-là qu'on a aussi changé le fond des cards. Donc ça, ce sont les variables surface et card text qui vont vous permettre de changer ça. Donc on va tester avec ces couleurs-là et voir ce que ça rend. Hop. Voilà. Ici, donc je change ici mes variables. Pardon, rester sur la page, j'ai dû me tromper. Voilà. Et donc, toutes mes cartes sont passées sur ce thème-là. Voilà. Donc, on a aussi une data table qui nous permet de voir ici qu'on peut changer aussi la couleur de fond de notre background. Donc ça, c'est grâce à la variable ici background color qui nous permettra d'être d'accord. Donc c'est la différence entre la surface c'est la couleur de votre carte et le background c'est la couleur de votre background. Voilà. On a le fameux composant de filtre donc qu'on peut remettre. Donc c'est un composant nav, si vous pouvez le prendre en entier pour le coller tout en haut, il doit être à l'intérieur de votre container. Okay, donc vous avez ici votre container ici, ça va être le premier composant après votre container. Et normalement, on a nos filtres ici, voilà, qui apparaissent et qui sont thèmés comme on le souhaite. Voilà, donc là, on voit qu'on commence à arriver à avoir pas mal d'éléments qui ressemblaient à notre dashboard de monitoring. Si on regarde l'élément de tableau final ici, on voit qu'il y a une dernière touche, c'est de pouvoir changer le set de couleurs ligne par ligne. Voilà, donc comment on a fait ça en fait? C'est-à-dire que sur les autres ressources, vous aviez une couleur primaire, surface et background qui était pour le root. Donc le root, c'est attaché à la racine du document, mais on peut les définir avec une classe isInfo. Donc là, on est plutôt sur une couleur qui va transmettre une information. IsSuccess, souvent dans les tons verts pour signifier qu'il y a eu un résultat qui est positif, et isWarning souvent dans les oranges ou rouges pour montrer que c'est un résultat qui sont plutôt dans les couleurs dans les couleurs rouges ou oranges pour montrer qu'il faut faire attention à ça. Et comment ça se passe du côté de notre HTML? Eh ben, les sections qu'on veut en bleu, on voit qu'on a une section raw, classe et de isInfo. Si celle-là, je la repassais en warning, elle repasserait en rouge. D'accord, ici, hop, le temps que ça recharge. Voilà, donc là, on repasse avec une couleur rouge, et si c'était success, ce serait pareil. Donc, vous n'êtes pas tenu à un seul thème de couleur sur toutes les lignes de vos cards. Voilà. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec ces thèmes de couleurs, y compris des choses pas très heureuses en termes de design. Donc, si on trifouille un peu à tout, on peut arriver à des choses flashy. Donc, je vous ai mis le lien. Le style ici est extrait d'une charte graphique qui s'appelle Material Design, qui a été faite par Google et qui est reprise par beaucoup de gens. Elle est open source, hein, elle est intégralement disponible ici. Et donc, vous allez avoir des ressources typiquement pour trouver des couleurs ici. Donc, ils vont pouvoir, ça va vous aider à trouver des thèmes de couleurs. Et vous avez aussi les Material Studies qui sont des exemples d'app entières
où notamment vous retrouverez des œufs couleurs. Là, vous pouvez retrouver les œufs couleurs que j'ai utilisés sur le second exemple ici. Voilà, est-ce qu'il y a des questions si j'arrive à retrouver mon panneau de GoToMeetings? Pas pour l'instant, j'ai Pas pour l'impression. l'instant. Pas Parfait. pour l'instant. Et si c'est le cas, du coup, je vais repasser la main, enfin, je te laisse reprendre la main, Fred, pour les menus drop-down. Ça marche. Merci. Alors, afficher. Voilà. Alors, donc, ouais, super. Merci, Étienne. Alors, et pour finir, une dernière partie, des ressources côté thème. Donc, côté thème, vous avez peut-être déjà utilisé les thèmes qui sont proposés sur la Code Library, donc différents styles. Et pour aller toujours plus loin dans la personnalisation, une nouvelle ressource qui vous permet, alors attendez, je vais mettre ma fenêtre en grand pour voilà, voir le thème côté desktop, qui vous permet d'avoir des menus à double niveau, donc des drop-down menus comme en anglais, et qui vous permet du coup d'avoir ce genre de petit effet avec justement des regroupements des différents items, des différents éléments de votre menu dans des menus secondaires. Donc, premier exemple, c'est au clic. Et ici, vous voyez avec un des thèmes qui est déjà proposé sur la Code Library, donc avec les couleurs voilà, au même effet, donc toujours au clic. Et il y a une deuxième version, plus bas, qui est simplement au passage de la souris. Donc là, je ne clique pas, hein, je passe juste ma souris dessus. On a proposé les deux versions tout simplement parce que le clic ou le passage de la souris, c'est vraiment une question de religion. Il y en a qui sont pour, qui sont contre. Il y a vraiment, il n'y a pas vraiment d'argument pour et contre. La seule chose, la seule subtilité, c'est que quand vous êtes en mobile, il n'y a pas de notion de hover. Puisqu'en mobile, c'est soit on clique pas. Donc du coup, le choix a été pour ceux qui sont en passage de la souris, de les déplier automatiquement dans la vue mobile, alors que pour celui qui est au clic, de pouvoir l'ouvrir et le fermer justement au clic. Donc voilà, ça va être la seule petite différence que vous allez avoir. Et fonctionnellement, on va dire, à quoi ça sert une telle ressource? On a des clients qui ont déjà personnalisé leurs entêtes de cette manière afin de regrouper, on va dire, les différents éléments, les différents liens par usage. Ils vont proposer dans un bloc, dans un groupe de sous-menus, tout ce qui est destiné à leurs utilisateurs, tout ce qui leur donne un peu la main sur la création de graphiques, d'analyse. Donc typiquement, derrière, on va retrouver le map builder, donc le chart builder. On va retrouver voilà, ce genre d'outils. On peut aussi avoir un regroupement sur tout ce qui est les réalisations, la démarche, donc tout le projet, si c'est un portail open data, toute la littérature qu'on va pouvoir trouver par rapport à l'initiative de la collectivité ou l'entreprise qui a mis son portail en place. Et voilà. Et ensuite, après, libre à vous. Et donc, si jamais on regarde juste un exemple, je l'ai appliqué sur mon domaine personnel. Et bon, après, c'est un domaine personnel, donc de test principalement. Mais donc, du coup, moi, j'ai regroupé différents liens d'accès rapide à mon back-office. J'ai regroupé des outils comme le Map Builder, le Chart Builder. Ici, je me suis fait une petite section avec toutes les différentes expérimentations, templates, de pages, etc. Et j'y ai laissé en accès direct ma page d'accueil et mon catalogue. L'intérêt, tout simplement, c'est de réduire la taille de votre bandeau pour pouvoir y loger plus de choses. On va dire une contrepartie, quelque chose à noter, c'est qu'à partir du moment où vous personnalisez, ce sera, bon, je ne vais pas vous le relire, hein, mais c'est écrit ici, à partir du moment où vous personnalisez votre en-tête de portail, vous allez contourner la fonctionnalité d'en-tête qui est déjà disponible dans votre portail Open Data Soft. Donc, vous avez dans le back-office un endroit où vous pouvez aller définir tous vos items, tous vos éléments avec les liens, etc. À partir du moment où vous le
personnaliser entièrement. À quoi ça va ressembler? C'est qu'en fait, côté en tête de portail, au niveau du thème, vous allez recréer vous-même votre menu. Donc, vous allez avoir bah, le premier bloc avec les sous-éléments. Vous pouvez définir le terme en fonction de la langue de votre portail, etc. Donc, voilà, c'est juste quelque chose à savoir qui, du coup, voilà, vous amène à personnaliser entièrement votre menu. Ensuite, vous n'avez plus qu'à copier ce code, copier comme d'habitude le CSS associé, et puis voilà. Toujours pas dit. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques, des avis ou des commentaires, surtout, voilà. N'hésitez pas. Et en attendant les questions, vu qu'il nous reste un petit peu quelques minutes, une dernière ressource qui est arrivée tout fraîchement, tout récemment, qui est une ressource alors beaucoup plus simple que celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est sur ODS Results, donc le widget qui vous permet de lister des résultats. Vous l'avez peut-être déjà utilisé sans même vous en rendre compte, si vous avez déjà utilisé des générateurs comme le listing générateur ou comme le search module ou le table module qui en fait se base là-dessus. C'est tout simplement un widget qui vous permet de lister des records d'un jeu de données. Donc les lister, bah, tout simplement, les afficher sous forme de liste. Donc là, vous avez un premier exemple très, très basique. Vous avez un contexte trié, ou pas, et on affiche ça sous forme de liste. Donc on affiche les éléments les uns après les autres. Et ce qui est intéressant en fait avec ce widget, c'est que avec un petit peu de style, on va pouvoir afficher nos résultats de façon un peu plus sympa, un peu plus attractive, sous forme par exemple de cartes, de cartes de petites cartouches comme ça. Donc là, on en affiche 3 par ligne, les uns après les autres. Qui dit afficher les résultats dit souvent le recours à un petit widget de pagination pour pouvoir aller de page en page si vous avez beaucoup de résultats. Et à la fin de la ressource, vous avez un exemple beaucoup plus complet sur un jeu de données, des investissements dans la ville d'Issy-les-Moulineaux. Donc là, vous voyez, pour chaque bâtiment, infrastructure, etc., qui a été financé, vous avez une image, un prix, une localité. Et donc, toujours pareil, toujours le même principe, vous listez des résultats, mais vous les affichez de façon assez sympa. Et donc, du coup, vous avez le petit widget ODSGO Tooltip qui vous permet d'afficher avec, au passage de la souris, un petit point sur la carte pour visualiser différentes informations. Le widget ODS Record Image qui vous permet d'aller récupérer l'image du jeu de données et d'afficher ça sous forme de liste avec une petite pagination. Donc voilà, l'exemple complet à la fin de la ressource sur un widget assez basique, mais qui peut vous faire de belles réalisations. Voilà, mais c'est bon pour nous sur le programme de la journée. Donc, si vous avez des Oui, aussi, questions. on peut mentionner aussi une petite ressource que vous avez peut-être vu passer dans le même style que les theme cards. Vous avez un CSS strict sur les charts, donc qui pareil font appel à de la modification en CSS des charts pour faire des choses qui ne sont pas possibles de faire via vos directives habituelles et via la doc. Donc c'est un petit ensemble de classes qui vous permet de customiser, donc un peu comme on a vu là sur les cards, qui vous permet de customiser. Donc c'est de la ressource très copier-coller qui vous permet de court-circuiter un peu le fonctionnement des widgets. Donc idem, soit ça correspond à de votre cas et vous pouvez copier-coller la classe. Sinon, par contre, c'est du code qui peut avoir, là en l'occurrence, parfois un peu plus simple, mais c'est quand même des sélecteurs CSS un petit peu avancés. Voilà. Yes, effectivement, bonne remarque. Ouais, c'est la ressource ODS Chart CSS Axe. Effectivement, et cette ressource, elle est découpée en plusieurs sections. C'est vraiment l'affichage par défaut de vos graphiques sur un jeu de données, voilà, usage assez simple, ligne, colonne, etc. Ensuite, une deuxième section avec toutes les options avancées d'ODS Chart que vous n'avez pas toujours vues ou en tout cas qui sont accessibles via le Chart Builder, donc via l'outil avancé pour dessiner vos graphiques. Donc il y a déjà pas mal de choses. Et ensuite, effectivement, une surcouche CSS qui va vous permettre d'enlever l'arrière-plan, de supprimer des axes supplémentaires, de grossir des libellés,
d'afficher les valeurs en plus gros, en gras, en fin, de changer l'épaisseur de la typo, etc., etc. Et après, vous avez à la fin un petit exemple où vraiment, si on pousse le curseur au maximum, on va dire, des petits effets comme ça sympas sur des dégradés, sur les volumes, sur les barres, qui, du coup, d'ailleurs, en complément avec la ressource présentée par Étienne, peut donner de très bons résultats. Si les couleurs sont choisies correctement. Je vois Voilà, pas de voilà. questions. Non, Euh, on peut. voilà. Si c'est le cas, on va s'en arrêter là. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus tard et que vous utilisez ces ressources, à nous contacter nous. Si vous les utilisez et que vous les mettez en place, on est toujours content de savoir où et comment. Donc voilà, puis si vous avez le moindre problème en route, remontez de nous. On se fera un plaisir de vous aider. Voilà, bonne journée et à bientôt pour le prochain webinaire Code Library. Merci à vous. Au revoir.